Bienvenue au 5e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Je suis encore une fois en présence de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. Puis aujourd'hui, on a une petite surprise pour toi. On a un invité spécial, un spécialiste dans la publicité payante, dans l'acquisition de web leads, pour venir te parler des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi d'investir dans la publicité payante? Peut-être que tu n'es pas encore rendu là. C'est quoi les bons critères afin d'adhérer à la publicité payante? À quel endroit est-ce qu'on doit être rendu dans notre entreprise pour que ce soit viable, pour que ce soit une option logique et efficace pour nous? Je te laisse là-dessus, on se voit de l'autre côté. Donc, bon matin les boys, vraiment content d'être là avec vous. Merci David d'avoir accepté notre invitation à notre 5e épisode du H2H Academy Podcast. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais faire les présentations rapidement pour pas qu'on rentre dans l'histoire de ta vie au complet. David qui est avec nous aujourd'hui, c'est le président puis le fondateur de l'agence de publicité payante Leadflow. David il a commencé sa carrière dans le marketing par rapport au e-commerce pour finalement prendre un virage vers tout ce qui est marketing de performance, c'est-à-dire le lead generation. Fait que c'est vraiment la spécialité de son entreprise, c'est d'aider les entreprises de services qui sont en croissance. Vous allez le comprendre tantôt. Puis d'ailleurs, PL, on a commencé à travailler avec David, nous de notre côté, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, je pense, que RMI avait... Ouais, je pense que, Dave, tu pourras confirmer, mais il me semble que c'est 5 ans. Traverser la pandémie, on s'est ajusté à plusieurs niveaux, puis notre relation d'affaires fait un bon bail. Là. Ouais, c'est pas common business dans les agences d'avoir une durée de vie aussi longtemps dans des partenariats comme ça. Là. Donc, non, c'est pas rien. Dans sa durée de vie moyenne, c'est aux alentours d'1 an, mais ouais, environ 4-5. Puis aussi, je voulais dire, tu sais, quand on a commencé à travailler avec RMI, c'était comme le premier client que je fais « Oh shit, ok, c'est vraiment hot, là. Je veux continuer dans cette lignée-là. » Tu sais, c'était exactement le positionnement qu'on voulait, fait que je pense que le fit était parfait, là. Fait que le premier gros client de Leadflow, si on veut, au départ, dans les premiers, du moins, ça a été avec RMI là, que t'as fait la réalisation que tu voulais être dans Lead Gen. Au-delà de gros clients, c'était surtout comme bon client, bon profil. Puis tu sais, c'était clair, on allait où là. Il y avait pas d'ambiguïté. Quand il y a des problèmes, on les réglait de la manière que je veux qu'on les règle. Fait que c'était parfait là. OK. Fait que concrètement, nous on a travaillé ensemble aussi au-delà de ça. Moi j'ai déjà acheté des leads de toi au départ, mais il y a 2 ans de ça. Ça fait 2 ans à peu près, septembre 2020. J'aimais tellement tes services que j'ai décidé finalement d'aller vendre tes services pour toi. Fait que depuis tout récemment, là, ça fait quelques mois là, que je suis plus vraiment débarqué de l'aspect vente. Je suis encore un petit peu là pour donner un coup de main parce que j'ai dû flipper à 100% dans H2H Academy vu notre croissance qu'on a ici. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir pendant 2 ans à t'aider puis à vendre tes services parce que on va en parler encore une fois tantôt, mais les services de marketing de performance, de lead gen, c'est super important pour des entreprises. Puis notre rôle qu'on a ici chez H2H Academy, c'est d'aider les PME, d'aider les travailleurs autonomes, d'aider les entreprises en croissance. Puis ça fait partie de ça aussi quand tu fais du lead gen pour des entreprises, ça donne un gros coup de main. Fait que, pour rappeler tout ça, moi j'ai décidé de t'inviter ce matin, Dave, parce que je trouve que c'est important que justement les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les solopreneurs, ceux qui débutent, qui sont en start-up, autant que ceux qui sont en croissance, comprennent bien l'essence de c'est quoi la publicité payante, c'est quoi le lead gen concrètement, parce qu'il y a tellement d'informations sur ça en ligne, on en retrouve partout, de l'information qui est contradictoire. Ah, tu devrais faire tel type de marketing. Ah non, moi je veux que tu fasses du SEO, va faire une autre chose. Et pour vrai, genre c'est un shit show là, ce qu'on voit en ligne, il y a tellement d'informations contradictoires. Donc, c'est la raison principale pour laquelle j'avais envie de t'inviter ce matin. Toi qui es justement un calé à ce niveau-là, qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé avec plein de clients, puis qui a refusé plein de clients aussi dans sa business pour ne pas justement nuire au développement d'une entreprise. Je vais commencer avec une question pour toi. Peux-tu éclaircir le terme pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est quoi la publicité payante? OK. Ben, publicité payante, moi je le ramène vraiment à son plus simple. Puis je crois que la publicité, au final, c'est juste la visibilité. Fait que c'est ça que tu veux. Puis la publicité payante, ben au final, c'est t'achètes de la visibilité. C'est tout simple que ça.
Puis dans les termes techniques en pub, ça s'appelle de l'impression. Une impression, c'est une vue. Puis c'est ça la base de la pub. Donc moi je le résume vraiment comme ça. C'est la publicité payante, c'est t'achètes de la visibilité pour whatever. Ça peut être un offre, ça peut être juste la marque, peu importe c'est pourquoi là. C'est le même je le résume. OK, fait que première étape, tu payes pour te faire voir. Là, on va pouvoir rentrer dans le plus granulaire et expliquer les différents types de publicité payante qu'il y a, mais à la base, tu payes pour te faire voir, comme que tu peux payer à la télé pour te faire voir, comme que tu peux payer à la radio pour te faire entendre. Exactement ça. Exactement ça. Fait que peu importe l'objectif commercial que tu as derrière, c'est ça la pub. C'est juste de la visibilité. C'est même je le résume à son plus simple. OK, je pense que c'est kind of simple. Puis là, toi, tu es spécialisé au niveau du lead generation, qui est un type de publicité, si on veut. Exact. Fait que le lead gen, en fait, si je reprends l'exemple de tantôt, c'est t'achètes de la visibilité, mais l'objectif commercial que tu as derrière, c'est obtenir vraiment un lead, obtenir un prospect. Puis nous, on qualifie un prospect comme étant une personne qui est intéressée à un produit ou à un service spécifique. Puis, on récolte des informations de cette personne-là. Fait que c'est principalement des informations de contact de base. Fait que c'est dépendamment de ce que le client a besoin. C'est souvent nom, numéro de téléphone, courriel. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça, à son plus simple, la génération de leads. C'est vraiment aller récolter des prospects qualifiés, puis intéressés surtout à un service, à un produit, puis fournir ça au client au final pour qu'il fasse son travail de vente. Là. Ouais. PL, c'est pas mal toujours ça qu'on a fait comme type de publicité, right? Si on revient à RMI, à toutes les entreprises avec lesquelles on a fait de la pub, là. Oui, ben tu sais, quand que les stratégies de prospection actives étaient mises en place, puis on a pris le choix de pivoter vers du lead generation avec David, c'est définitivement un axe qu'on avait parce que on était en mesure de cibler nos coûts d'acquisition par client. C'était quoi les... Parce qu'on avait différentes plateformes, hein, parce que le lead gen, ça peut être sur toutes les plateformes publicitaires, là, Google, YouTube, Facebook, TikTok aujourd'hui, etc. Donc, on était en mesure de savoir c'était quoi nos retours sur investissement et puis nos coûts d'acquisition de clientèle. Là. Donc, définitivement, pour moi, en tout cas, individuellement, le lead gen, il est fantastique parce que c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas un employé qui va te dire que ça ne tente pas de travailler à matin. Il peut être capricieux. Il peut être capricieux. Tu sais, comme, mettons, avec l'avenue, là, Cyber Monday puis Black Friday qui s'en vient, ça peut être capricieux. Mais ultimement, il travaille pour toi 7 jours sur 7 puis il est assez stable, règle générale. Ouais. Bien sur une échelle de temps assez longue, c'est stable. C'est ça qu'on a tendance à faire. Tu veux pas le regarder chaque jour, mais... Et moi, pour rebondir là-dessus, fait que, nous, on a été toujours habitués à ça parce que dans 100% de nos entreprises, on est très actifs. Veux pas, le lead gen, ça nous permet d'être constamment dans l'action parce qu'on reçoit le lead d'un client, on reçoit les informations d'un client. Puis on a un peu plus le contrôle sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler, on a son numéro, on est capable de prendre une action pour convertir cette personne-là dans une transaction plus tard. Puis c'est pour ça qu'on parlait aussi tantôt, tu travailles principalement avec des entreprises de services où est-ce qu'il y a un contact humain qui se fait entre l'entreprise et le client, peu importe qu'il soit dans le B2B ou dans le B2C. Ce qui fait en sorte que on garde un certain contrôle en ayant les informations du client dans notre processus de vente. Mais à l'opposé de ça, c'est quoi les autres types de publicité payante qui existent, que quelqu'un pourrait vouloir acheter justement en termes d'impression? Je te dirais que, comme on dit, l'autre grosse famille, c'est vraiment la notoriété. C'est principalement, on dit des grosses entreprises qui veulent avoir une visibilité puis un peu une omniprésence dans la tête du monde. On peut penser au McDo, au Coca-Cola, au Pepsi de ce monde, qui vont faire des pubs, pas nécessairement avec un objectif commercial précis pour que tu ailles acheter tout de suite après ou tu mettes tes infos, mais juste pour que tu restes dans la tête du monde. Fait que c'est ça la notoriété. Ça a définitivement son avantage, mais moi je pense vraiment que comme pour une entreprise en croissance qui est relativement jeune, qui n'a pas des budgets, on dit de millions de dollars en pub, c'est pas vraiment un objectif commercial qui fait du sens. Ça peut faire du sens à petite échelle, mais si on regarde dollars investis versus qu'est-ce qu'on jasait tantôt, plus la publicité de performance, le lead gen, ça vaut pas mal plus la peine, selon moi, de mettre l'argent là. Ah, parce qu'en réalité, de justement payer pour ça, c'est comme
c'est comme de payer pour justement te faire connaître, pas pour convertir, pas pour aller chercher une vente, pas pour que quelqu'un prenne une action concrète sur justement, hey, j'ai ça acheté ou il y a telle offre que je pourrais aller cliquer dessus, je pourrais voir plus loin sur ça. Puis, tu sais, si on regarde dans le comparatif, c'est comme quelqu'un qui fait du contenu, tu sais, sur les médias sociaux, quelqu'un qui va faire des publications, qui va éduquer les gens, qui va juste donner sans jamais demander en retour, ben de payer justement pour de la notoriété, c'est un peu ça, c'est de faire en sorte que notre contenu, l'aspect si on veut faire en sorte qu'on est dans la tête des gens, ben il va être vu par encore plus de gens. Puis on revient à notre base, PL, on a toujours travaillé dans ce qui était actif, hein, dans ce dont on avait le contrôle. Puis pour une entreprise en croissance, j'ajoute mon grain de sel, David, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais pour une entreprise en croissance, de payer pour de la notoriété, pour se faire voir, ça peut coûter extrêmement cher avant d'avoir un retour sur investissement. Alors que pour une entreprise comme McDonald's ou Coca-Cola, eux autres, c'est un grain de sel dans l'océan qu'ils envoient quand ils payent de la pub comme ça. Ils savent qu'ils vont en avoir des retours qui vont arriver parce qu'ils sont tellement présents, mais ils veulent continuer d'être présents dans la tête des gens. Exact. Oui, puis j'aimerais ça ajouter un truc là, ici. Là. C'est pas nécessairement juste en croissance, puisque la majorité des gens qui nous suivent, c'est des entreprises en démarrage. Ouais. Et donc là, ici, là, le risque d'attribuer une somme d'importance en notoriété sans retour sur investissement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Là. Parce que si tu ne traverses pas ta première année, là, ta notoriété, là, tu peux bien faire ce que tu veux avec, elle sert absolument à rien. Puis on a des étudiants qui ont investi dans les 5 chiffres en publicité radio et TV pour complètement un coup d'épée dans l'eau. Puis tu le sais, toi, Dave, là, 25 000 ou 30 000 en ads dans une année pour une entreprise en démarrage, ça peut être un méga game changer. Ah oui. Alors que de l'autre côté, en campagne de notoriété, c'est un flop, là, totalement. Là. C'est ça aussi la grosse nuance entre les deux, c'est le laps de temps pour le retour sur investissement. Tu sais, si tu y vas avec la pub directe, la lead gen, la conversion, tu peux revoir ton cash en dedans de 7 jours. Tu sais, si tu mets un 1000 en pub, c'est super bien fait et tout, tu as une bonne offre, tu peux refaire ton argent à la fin de la semaine. Versus la notoriété, c'est probablement quelque chose qui est vraiment plus long terme. Oui, c'est rentable, je le crois, mais tu sais, ça peut être rentable sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, même plus. Fait que c'est ça aussi la différence. Une grosse entreprise qui est établie, eux ont pas le choix d'investir pour leur futur, ont pas le choix pour investir dans 10 ans, dans 15 ans et tout. Versus une entreprise qui est plus en démarrage, ben c'est pas son focus. C'est comme tu dis, c'est pour l'année prochaine ou pour le mois prochain, le trimestre prochain, peu importe. Mais c'est pas pour dans 5 ou 10 ans. Ouais, parce que ça coûte cher, veux pas, d'investir déjà pour une entreprise qui est en démarrage, là, comme on a mentionné. Ça coûte cher déjà d'investir dans de la publicité. Fait que tu veux avoir ton argent méga rapidement quand tu le fais. Alors que si tu investis dans tout ce qui est visibilité, notoriété, sans possible retour sur investissement, ou en faisant juste un petit croisement de doigts puis dire « Ah, peut-être que ça va être payant », ben malheureusement, tu risques d'être beaucoup plus déçu à la fin de ta campagne publicitaire, ce que tu as mis en place, que le contraire. Donc, je pense que c'est une très belle nuance à apporter là ici, vraiment la différence entre un lead gen puis une publicité qui est faite pour la notoriété, pour te faire voir. Les deux n'auront pas le même objectif. Fait que faites bien attention quand justement vous parlez avec une entreprise qui vous offre des services comme ça ou à quelqu'un tout simplement qui veut vous guider. L'aspect conversion, l'aspect générer les informations d'un client est très important dans le processus si on veut revoir notre argent dans du court terme. Donc, ça, c'est un très bon point. Puis, j'aurais une autre question pour toi parce que il y a beaucoup de gens qui, justement, comprennent là, l'aspect du lead gen, mais qui ne sont pas encore rendus là. Puis, on le voit souvent, ils achètent des leads. Parce qu'il y a des entreprises qui font ça de leur vie, là, générer des leads pour les revendre à gauche, à droite, 3, 4, 5. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton opinion sur ça pour commencer? Ben, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose. Parce que au final, tu sais, si en termes de dollars investis, t'es rentable, ben, il y a rien de mauvais à ça. Tu sais. Puis je pense aussi, tu veux savoir comment que ça se compare à, tu sais, vraiment, toi, avoir une stratégie de lead gen puis en faire de ton côté. Ben, je pense, honnêtement, si tu es capable d'avoir les deux puis rouler en simultané, c'est super. Vraiment, les avantages là, à toi-même faire ta lead gen avec de la pub payante, c'est que tu as une meilleure notion de contrôle. Donc, contrôle, c'est autant en termes de volume, en termes de qualité de lead, en termes de messages que tu publies. Parce que si, disons, tu achètes des leads, ben
au final, eux, ils ont envoyé leurs informations, puis peut-être qu'il y a eu une ambiguïté dans le message, un peu de ça, en tout cas, peu importe. Fait que d'avoir une notion de contrôle à ce niveau-là, puis aussi au volume. Si tu es dépendant d'une plateforme qui t'achète ses leads, puis là, finalement, ben, tu as une plus grosse équipe, tu es plus solide, tu es capable d'en prendre plus, mais eux sont pas capables de t'en fournir plus, ça vient de bloquer dans ta croissance. Fait que, il y a ça, puis là, ben, il y a tout le reste qui en découle. Il y a aussi une notion d'exclusivité, parce que des fois, ces plateformes-là envoient le lead à plusieurs personnes, donc tu dois battre leur soumission, battre leur offre, peu importe. Fait que peut-être tu dois jouer sur tes prix un peu là, sur tes termes. Fait que c'est pas tout le monde qui va aller là. Fait que je te dirais c'est vraiment ça les différences entre les deux. Mais moi je dis souvent si t'es capable d'avoir les deux puis de bien rouler, vas-y. C'est super bon. Il y a peut-être aussi le risque, on va dire, qui est c'est moins épeurant. Acheter des leads, si tu y vas à l'unité, mais c'est une coupe de piastres que tu mets, puis y a pas tu mets pas tes couilles sur la table, on va dire, là, tu mets pas beaucoup d'argent, puis tu risques pas grand-chose. Par contre, moi, ce que j'ai vu, puis je pense que tu vas trouver ça intéressant, c'est qu'il y a du monde, on va dire, qui vont acheter deux, trois leads, OK, sur des plateformes. Ils vont pas les closer. Là, ils vont se dire, ben, c'est de la merde, ça marche pas. Puis là, ils partent dans une mauvaise direction parce qu'ils se disent, au final, la lead gen, ça marche pas, puis ils montent de côté cette option-là. Chose que je pense qu'ils devraient vraiment pas faire. Fait que peut-être ça peut donner aussi une mauvaise perception de c'est quoi la lead gen. Parce que là, j'ai un bon exemple qui vient de m'arriver en tête. PL, comment qu'on t'a trouvé? On a acheté ton lead. On a payé, je pense, 25$ pour ton lead sur B2B Quotes Hello Darwin, maintenant. Fait que, tu sais, ça a été, je pense, le meilleur 25$ investi de l'histoire, tu sais. On a fait quoi? 100 fois là-dessus, peu importe, là. Fait que, 100 fois? 1000 fois? 10 000 fois? Ouais. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, ça a été un coup de chance, d'une certaine manière, parce que si c'était on a acheté d'autres leads sur des plateformes, puis ça n'a pas toujours été closé de même. Je pense que tu dois avoir, tu dois être un des seuls qu'on a closé à cause de ça, là. Fait que il y a aussi ça. Je sais pas si vous comprenez bien mon point, mais ça peut t'amener dans une mauvaise direction si t'achètes une coupe de leads, t'as une mauvaise expérience, tu te dis ah ben c'est de la merde. Fait que ça aussi c'était peut-être un facteur de risque là, d'acheter des leads. Oui, puis tu sais, dans Residencia, Maison Intelligente, j'ai fonctionné sur les deux streams. On utilisait ton service, puis on utilisait un autre fournisseur, je n'aimerais pas son nom, mais pendant 7 ans, j'ai acheté des leads de cette personne-là et tout récemment, on a cassé notre partenariat. Parce que l'enjeu de quelqu'un qui vend des leads, c'est qu'il veut conserver une marge de profit. Si le cost per lead augmente, il perd sa marge de profit. Et donc, ultimement, pour rétablir sa marge de profit, il augmente. Il nous avait augmenté le cost per lead d'être comme 30%. Alors qu'avec une agence comme toi, c'est un flat fee mensuel. Évidemment, le cost per lead va varier selon la fluctuation des marchés et ce qui va venir. Mais lorsqu'on fait des bons coups, comme pendant la pandémie, on avait roulé à 7$ le lead, tu m'avais pas dit, ben, ce mois-ci, je te charge 10 fois mes frais de gestion parce que j'ai bien performé. Puis à l'inverse, quand c'est plus haut, il n'y a pas non plus un nivellement vers le bas. Fait que c'est un avantage à ce niveau-là d'avoir un peu plus de contrôle parce que puis c'est surtout at scale parce que quand tu fais beaucoup de volume, tu viens contrôler que si tu fais un bon trimestre en termes de cost per lead, c'est l'entrepreneur qui gagne. Alors que quand tu achètes des leads, il y a une seule certitude, c'est que tu vas toujours payer le même prix. Puis, comme tu as dit, il y a une notion de gamble. Parce que le message, quand c'est toi qui gères tes leads avec ton agence, c'est toi qui contrôle le message, c'est toi qui contrôle la direction que tu veux donner à tes publicités. Alors que quand tu les achètes, tu sais, mon 10 fournisseurs, là, je le savais quand il changeait le message parce que des fois, ça valait pas une sincère de claque ce qu'il nous fournissait. Mais ultimement, lui, il était payé toujours la même tarification sur son lead. Alors, effectivement, la notion de contrôle est vraiment importante ici. Puis, comme tu disais, le gamble associé à ça pouvant venir biaiser l'esprit de l'entrepreneur de dire « Ah, j'en ai acheté 30, ça vaut pas la peine, c'est pas bon. » Alors que à scale, faire un A/B testing en lead gen, ça prend des gros chiffres pour pouvoir arriver à voir s'il y a un trend ou il n'y en a pas. Là, Exact. Moi, je trouve que vous avez super bien résumé le sujet, les boys, par rapport à ça. Merci pour les explications. Je pense que les gens sont en mesure de bien comprendre les risques reliés à ça. Puis d'ailleurs, moi, je veux qu'on saute à
à la question suivante qui est super intéressante, pourquoi est-ce que les gens feraient des ads over d'autres types de marketing? On en a parlé un peu des autres types de marketing qui existaient. On a parlé de l'aspect notoriété, mais il y a d'autres types de marketing qui existent. Puis que souvent, on entend beaucoup de promesses reliées à ça. Ah, vous allez avoir un bon retour sur investissement. Ah, vous allez être capable de faire votre argent. Pourquoi des ads? Puis là, je dis over. Je vais nommer plein d'affaires. C'est pas pour viser aucun type de marketing en particulier, mais over du SEO, de la télé, de la radio, envoyer des pamphlets. Tout ce qui est un peu, justement, dans le passif, on va le dire, dans le passif. On va appeler un chat, là. Ouais. Ben, je pense vraiment la grosse différence, c'est intimement lié avec ce qu'on parlait tantôt là, pour la notoriété. C'est toujours une question de retour sur investissement puis de temps. Tu sais, disons, nous, dans qu'est-ce qu'on fait, notre objectif, c'est que le client soit rentable en 30 jours. OK? Fait que ça, on met un 15-20 000 en pub. Je veux dire, c'est facile que le client soit rentable en dedans de 30 jours versus si disons, il va avec du SEO. Là, moi, je reste plus dans l'online, c'est plus mon dada, là, mais si il va en SEO, ça risque de prendre pas mal plus de temps pour que tu rentres dans ton cash. C'est rentable. Des fois, c'est vraiment pas rentable, mais je pense que la majorité du temps, c'est rentable. Mais ça prend du temps, puis au final, quand tu mets un laps de temps long, on va dire je sais pas moi, si ça prend 6 mois, 12 mois, 1 an et demi, peu importe, ça reste quand même un gamble parce que tu contrôles pas le marché rendu là. T'sais, oui, tu peux avoir amélioré ton SEO au final, mais moi, je sais pas, si disons 6 mois down the road, il y a eu une grosse acquisition de ton compétiteur, puis là, finalement, tu compétitionnes avec une multinationale qui a un budget infini. Je veux dire, oui, peut-être ton SEO s'est amélioré, mais tu vas te faire manger pareil. Fait que je pense, en termes de dollars investis puis de temps, t'es vraiment mieux avec la publicité payante, principalement du lead gen et tout, là. Je pense que c'est ça la différence. Puis pour ce qui est TV, radio, j'imagine ça se rapproche. Je pense que ça coûte pas mal plus cher aussi. Fait que peut-être là, je sais pas si toi, PL, peut-être t'as déjà fait de la radio ou quelque chose du genre, je m'en rappelle plus. Nope, jamais. Mais c'est ça, je pense que ça revient toujours à une question de temps puis retour sur investissement. Je pense que les autres, vu que c'est moins actif, ça peut prendre plus de temps avant que tu vois ton cash. Puis aussi, t'as pas de contrôle. Tu sais, si tu te dis que tu mets 25 000 à la TV, t'as payé. Puis, je veux dire, t'espères que ça marche. Versus mettre 25 000 en pub, tu mets pas 25 000 puis c'est Jesus take the wheel. C'est plus, tu mets une coupe de piastres, tu regardes comment que ça marche, tu t'adaptes un peu de ça, là. Fait que, je te dirais, c'est ça les principales différences, là. Je pense qu'il y a une nuance, parce que moi, je croyais pas à la radio puis à la TV. Genre, 0 puis une barre. Puis, paradoxalement, ma sœur, dans sa vie, c'est juste ça qu'elle vend de la publicité radiophonique. Puis, en analysant un peu son offre de service, puis en jasant avec elle, ce qu'on a compris, c'est que dans des marchés locaux, pour des produits locaux qui s'adressent à des places vraiment ciblées, elle a vraiment fait des tabarnouches de coups de circuit pour certains de ses clients. Fait qu'elle m'a comme ouvert l'esprit à... Tu sais, mettons, tu target Montréal, c'est peut-être un peu grand, mais si tu parles à des gens de Rawdon, d'une bagelerie ou ben d'un resto du quartier, tu vas driver les gens vers le resto. T'sais. On a un étudiant qui est sur la Côte-Nord avec un garage de pneus. Puis, dans cette optique-là, je pense qu'un apron d'un restaurant du village, ça serait bon. Parce que, tu sais, ils sont 14 000 dans tous les villages entourants, tu sais. Fait qu'elle m'a apporté l'ouverture d'esprit, dépendamment où est ton marché. Le marché local peut définitivement aller tirer son épingle du jeu. Mais, tu sais, je veux dire, advertiser à c'est quoi, région métropolitaine, un garage, là, pour 3 millions de population, je pense pas que tu peux avoir un impact très ciblé. C'est un bon point, puis je pense que j'ai évolué là-dedans. Puis, qu'est-ce que j'ai tendance à dire maintenant, c'est avec le marketing en général, avec la pub, c'est rarement une question de ça marche pas. C'est souvent une question de comment qu'on le fait marcher. Fait que tu vois, on peut pas vraiment dire la radio ça marche pas, c'est oui ça marche, mais regarde tel et tel paramètre, c'est probablement il y a un gros impact pour un facteur de succès. Fait que je pense que ça c'est une règle d'or très importante là, pour la pub en général. C'est pas avec l'idée que ça marche pas, parle plus avec l'idée de c'est quoi que tu as en place pour trouver la recette pour que ça fonctionne pour toi. Je pense que c'est bien important. Super bien mentionné pour ça, tu as raison, parce qu'il y a toujours une façon de le faire fonctionner, il y a toujours une façon qu'on va être capable d'avoir des résultats, mais faut trouver cette façon-là, bien évidemment. Puis là, maintenant qu'on a excité un peu tout le monde avec les leads, là, ils sont comme, OK, là, moi j'aimerais ça acheter des leads, peut-être, moi, faut que je fasse mes pubs.
Il y a probablement des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle et qui sont motivés à se dire, bon, on va aller chercher des clients parce que oui, c'est bon du lead gen, oui, c'est bon de la publicité payante, puis toute entreprise va en bénéficier un jour ou l'autre dans sa croissance. Mais là, on va casser la bulle peut-être d'une couple de personnes drette là. C'est fait pour qui du lead gen? Puis là, tu sais, je vais dire du lead gen, David, mais en général, c'est quoi les critères de base pour une entreprise qui est prête à se dire, ben, je vais acheter des leads, que ce soit d'acheter des bundles de leads, que ce soit d'acheter un service de web lead, comme par exemple avec Leadflow. Selon toi, c'est quoi une entreprise qui est prête versus une entreprise qui est pas là pantoute, là? OK. Fait que là, je te parle vraiment selon moi, selon mes observations. Moi, je le résume à, faut pas que tu vois ça pour te sortir de l'eau parce que ça va mal. OK? Parce que si ça va mal, c'est probablement à cause de 1000 affaires, pas juste, on va dire, ça, tes ventes. OK? Fait que je peux le résumer à, tu dois avoir des bonnes bases. Fait que tu dois avoir un cash flow solide, la business doit rouler quand même, tu dois avoir une équipe de prête ou au moins un process pour avoir une équipe pour justement, parce que si ça part rapidement la pub, tu veux pas mettre ça à off, tu veux continuer, fait que tu dois avoir du monde pour rouler le show. Fait que je te dirais ça c'est vraiment les critères principaux. Fait que c'est juste avoir des fondations solides là, la business pour si je te donne un autre exemple, c'est vraiment on va dire t'es au niveau 1 puis t'es proche du plafond. Tu sais ça commence à bien aller, tu vois une croissance dans ta business et tout. Puis là ben tu te poses la question comment que je vais au deuxième puis au troisième niveau. C'est vraiment de manière significative là. Je pense que quand tu es capable de te poser cette question-là, t'es probablement bien positionné pour commencer. Parce que je peux te donner aussi un exemple. T'sais, nous, on a du monde, là, si on prend l'industrie de la construction, qui viennent nous voir, puis ils ont absolument rien. Ils ont pas d'équipe, ou on dit sont un ou deux. C'est probablement pas un bon fit. Pour tout ce que j'ai mentionné, ils ont pas de cash flow solide, pas d'équipe de prod, un peu de ça. Mais versus si, disons, c'est une compagnie de construction en démarrage, ils ont tout leur équipement, ils ont déjà une équipe en stand-by, c'est déjà arrivé, un de mes bons amis à moi, ils ont un certain cash flow, parce que, tu sais, il y a une période de démarrage, faut que tu t'adaptes, mais tu sais, là, ça ferait du sens. Et eux sont déjà prêts à partir au niveau 2, là. Fait que, je te dirais, c'est un peu ça, là. Ouais, ça résume bien, puis, tu sais, je veux appuyer sur ce que tu as mentionné. Les bases sont fondamentales parce que t'as bien beau essayer de mettre n'importe quoi par-dessus un tas de marde, ça reste un tas de marde, ok? Fait que si ta business, elle va pas bien, tu fais pas d'argent, tes marges de profit sont faibles à l'heure actuelle, tu closes un client les yeux fermés en sachant pas trop ce que tu fais puis juste en te croisant les doigts, bien évidemment, quand tu vas commencer à investir dans de la pub, tout risque de te sauter d'en face puis de te frapper de plein fouet. Puis c'est une des raisons pour lesquelles, puis je peux le mentionner, il y a des clients même que moi j'ai signé avec toi dans le passé que ça fitait pas là au final. Je l'ai signé parce que j'étais ma job de vente, mais j'ai mal fait ma job, j'avais mal préqualifié mon client, j'avais mal analysé certaines choses. Puis on a eu des flops parce que justement les fondations étaient pas assez solides, l'expérience était pas assez là. Puis quand on envoie un bon volume de lead à quelqu'un, il overcrowd là, à un certain moment aussi. On dirait qu'il est plus capable de respirer comme tabarnak, là j'ai des leads, faut que je close, ça me coûte cher, il y a une pression qui vient avec ça, puis pouf, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, j'en ai quelques-uns en tête, là, Dave, tu sais, c'est quoi justement ces genres de trigger-là qui te fait peur, toi, d'une business, là, si on le dit de façon plus précise, là, avec des exemples concrets? Ouais, ben on va prendre un scénario, tu sais, on va dire une business, ok, presque parfaite. Ils ont une équipe de prod, on dit sont 4, 5, 6, ils ont un chiffre d'affaires respectable, on va dire en haut de 500 000. Mais puis là, on commence, puis ils closent pas les leads. OK? Fait que là, je fais un parallèle avec vous autres. Il y a un processus de vente de marde. Là, qu'est-ce qui arrive? On met une coupe de 1000 en pub, les leads arrivent chez vous, puis t'es pas capable de les closer. Fait que, tu sais, tous les ingrédients sont là, sauf un, puis c'est ta vente. Ça je le mentionne parce que c'est vraiment c'est lui qu'on voit le plus souvent. Tu sais, si toi, t'es habitué de recevoir des appels, puis c'est des références, c'est closé d'avance. Mais quand c'est quelqu'un que tu dois appeler qui est intéressé puis tu dois le closer, c'est vraiment un autre game. Fait que c'était pas des bases de vente, mais tout le reste est bon dans ta business, la pub roule et tout, mais tu pourras les closer, ben c'est de l'argent en poubelle. Fait que ça je pense que c'est vraiment la situation qu'on voit qui est on va dire une des plus fréquentes là.
L'autre, c'est peut-être que tu amènes un gros volume de leads, ça close, mais ils n'ont pas la production derrière pour fournir puis pour venir aux besoins de tout ça. Ça, je pense que c'est les deux scénarios les typiques qu'on voit. Puis il y a aussi le cash flow, mais c'est plus facile à saisir dès le départ. Là. J'aimerais bonifier aussi, là, pour moi, une entreprise qui est prête à investir, elle sait si elle est rentable ou elle l'est pas. Parce que, honnêtement, on en a, là, j'en rencontre des gens, je suis comme, tu es rentable? Je sais pas, j'attends ma fin d'année. Je suis comme, ton comptable, il te fait pas des fins de mois trimestrielles, mensuelles, vice-versa. Tu t'en vas peut-être dans le mur de ciment puis tu n'as aucune idée si tu es rentable ou pas. Moi, me faire dire j'ai des marges d'à peu près 30 à 40 c'est comme c'est parce qu'il y a une crise de différence entre 30 et 40 first. Puis deuxièmement, es-tu certain de l'information que tu m'avances? Fait que, puis pourquoi pour moi c'est important? Puis je sais que c'est peut-être beaucoup demandé à un entrepreneur en démarrage, mais la compréhension du revenu qui vient par les streams devient fondamentale quand tu fais du ads. Parce que si ton ads est pas rentable, mais que ta prospection active est rentable, puis que tes blends ensemble, puis ça te donne l'impression que tu es rentable, tu perds de l'argent constamment, tu as plus de prod, tu amènes plus de problèmes, plus de services clients, mais au final, tu as de la croissance en chiffre d'affaires, mais pas en profit net. Puis souvent même, ça va même créer plus de dépenses parce qu'il faut gérer ça. Alors, moi, j'ajouterais ici une entreprise qui est prête à investir en lead gen doit comprendre sa comptabilité puis l'évolution de sa rentabilité là, over the time. Je dirais les KPI. Les KPI overall sont importants dans sa business de savoir, en ce moment, qu'est-ce qui m'apporte mes ventes. Tu sais, jour 1, je mets de la prospection un peu par semaine, ça me donne tant. J'ai tant de références, ça me donne tant à l'heure actuelle. Tu sais, si tu vois que tu as une structure qui est solide puis qui est quantifiable, mesurable et répétable, que tu es capable de la reprendre, là, tu es capable de bâtir sur « Hey, j'ai un cash flow, je suis positif, j'ai des marges de profit. Watch me, si je vais aller investir en lead parce que je veux encore 1, 2, 3, 4, 5 ventes de plus par mois. » Mais au contraire, ce que je vois, puis moi, je l'ai vu avec des étudiants à nous là, récemment, on regarde les chiffres, je suis comme « Où est-ce qu'ils proviennent tes ventes? » Ah, lui, c'est une référence, lui, c'est une référence, ça, je l'ai pogné sur un groupe Facebook. J'ai OK, puis t'as mis combien en ads? Ah, tu sais, parce qu'il y en a du monde qui font des ads. On commence à travailler avec eux autres qui font déjà des ads. Tu sais, j'ai acheté 1500 de leads. Là, je check. Chris, genre, une vente, OK? Ton coût d'acquisition, il est 1500. Ton profit, il est 1500. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu donnes 1500 là-dedans puis tu prends du temps, de l'énergie à appeler 12 personnes, faire 14 rencontres, je dis 14 rencontres, 6 rencontres, mettons, puis pas vendre rien du tout, dans le fond, au final, ou vendre juste une fois. Fait que ton investissement en temps n'est pas efficient alors que tu as d'autres systèmes qui marchent bien déjà. Donc, dans l'ensemble, moi, je crois que le plus important, c'est d'être proche de nos statistiques, être proche de nos KPI pour voir est-ce que ça fait du sens à l'heure actuelle. Puis, lorsqu'on dégage une marge de profit intéressante sur laquelle on peut dire « Hey, puis là, ça vient à mon prochain point, Dave, mais tu sais... » Attends, juste avant, je vais juste rajouter à ça, un truc qui est important avec les KPI, c'est également savoir où tu veux aller. T'sais, c'est quoi tes objectifs? Parce que si c'est flou, tu arrives dans un rocky road, c'est sûr que tu perds le cap. Versus quand tes objectifs sont clairs et précis, t'es dans un rocky road, autant à cause de la pub ou whatever, t'es vraiment capable de garder le cap. Ça te permet aussi de reculer puis de voir la progression, puis peut-être de raser. C'est peut-être pas si pire. C'est pas parce qu'on a 2 mauvaises semaines que le Titanic coule. Là. Fait que ça aussi, je pense que c'est bien important là, d'avoir des objectifs bien précis. Là. Définitivement. Puis c'est la base de la business aussi, tu sais, en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, pour tout le monde qui écoute ça, tu sais, on a beaucoup de travailleurs autonomes, beaucoup d'entrepreneurs en startup. Il faut que tu agisses comme un CEO. Il faut que tu aies ces objectifs-là précis. Il faut que tu traques tes stats de façon précise. Puis justement, qui m'apporte à mon point, pour voir, je suis rendu à prendre un risque parce que d'investir en publicité, ça comporte un certain risque. Un risque qu'on peut challenger, qu'on peut négocier ici, mais pour quelqu'un, justement, qui a peut-être pas les fondations de façon solide, c'est un gros risque pour cette personne-là. Que ce soit ses ventes qui soient pas solides, que ce soit sa production, que ce soit son cash flow, quand elle investit en pub, elle a un risque qui court directement. Sinon, Dave, ce serait quoi, mettons, les autres risques que toi, tu vois, là, justement, pour les entreprises, que ce soit une PME, start-up ou une grosse business? Ouais.
je vais te dire le risque qui est associé à une business, on dit qui est prête. Tout le reste est checké. OK? Vraiment, le risque, c'est l'investissement. OK? Mais c'est un risque, mais au final, tu le sais. OK? Fait que si disons, tu veux commencer tout ça, tu as un budget, on va dire, de 20 000, mais tu sais que ton 20 000, c'est lui qui est sur la table. OK? Fait que ça, je pense que c'est le risque de base. Mais la réalité, puis c'est que je pense que sur une échelle de temps, ton risque, c'est vraiment avoisine le zéro. OK? Parce que si tu as le temps de tester des nouvelles affaires, on va dire ton budget de 20 000, tu le mets pas un mois, là. Si tu as 20 000 pour une année, il y a moyen de gérer le budget, puis vraiment, avant d'ouvrir les valves, de voir c'est quoi la recette du succès, un peu de ça. Fait que tu le brûles pas d'un coup non plus. Fait que je pense, sur une échelle de temps assez longue, OK? Puis là, je vais faire un parallèle aussi. Je pense que c'était dans le podcast de J7 qui était avec Mathieu d'Hello Darwin. Et on dit que ça a pris, je pense, 2 ans à trouver c'était quoi la clé de la caramel pour que la pub Facebook fonctionne pour eux autres. D'un mois, c'est ça. Fait que je pense vraiment sur une échelle de temps assez longue, ton risque devient pratiquement nul, mais vraiment dans le court terme, c'est le risque de l'investissement. Ouais, que tu peux perdre. Puis tu sais, si on pense justement à l'opposé, là, parler d'une business que tout est checké, comme j'ai mentionné, à l'opposé pour une business qui est pas prête, ben le risque est quand même, je dirais, hasardeux. Ben tu sais, tu peux striker un coup de circuit, puis by the way, moi j'en ai des étudiants qui sont dans des marchés très niches, avec peu de compétition, puis un market assez différent. Et puis je les vois mettre du 40-50$ en ads, puis faire genre 20 000$ en vente là, qui ressortent de ça, puis je suis comme holy shit, j'ai le goût de me partir une business comme la tienne. Tu sais, quand tu vois ça, les opportunités de publicité de même, t'es comme je veux aller partir une business comme ça moi aussi parce que je suis capable de faire la pub, tu sais. Mais la réalité, c'est que, mettons, pour une entreprise qui est quand même, on va dire dans un domaine où est-ce qu'il y a de la compétition quand même, qu'il rentre pas sur un marché qui est vierge, là, qui est facile à aller percer, les risques d'investir dans de la publicité sont quand même élevés parce que on n'est pas sûr de refaire notre argent rapidement, alors que notre cash flow est déjà pas super haut. T'sais. Moi, je pense que si on est pour laisser une règle d'or, c'est que si tu es capable de débloquer un budget modeste, là, si on prend l'exemple de quelqu'un qui commence une petite business, si tu es capable d'avoir une coupe de 1000, ok, de dire, bon, ben, tu sais, ça, je prends cet argent-là puis je l'investis, je pense qu'il y a quand même des bonnes chances de succès, même si le reste est pas tout coché. Là, si t'es capable de même le faire toi-même, la pub, si t'es capable de bloquer, on dit un 1000$, un 2000$, peu importe, là, les risques sont un peu faibles. Tu peux mettre une coupe de dollars un peu pour voir ce que ça donne aussi. Tu y perds pas tant. OK. PL, tu vas vouloir bandir sur ça aussi, je pense. Il y a une chose qui est importante, par exemple, dans notre point de vue, parce qu'on le voit beaucoup, avec justement des entrepreneurs vraiment start-up ou des solopreneurs, des travailleurs autonomes. Ils investissent justement des petits 1000$ à gauche et à droite, mais ce que ça crée dans la business, c'est qu'il y a un défocus. Puis il y a une dépendance au lead qui s'installe dès ce moment-là. Puis ce qui arrive souvent, c'est qu'ils arrêtent de faire de la prospection. Ils arrêtent de faire ce qui marche à côté, ou du moins ce qu'ils n'ont jamais essayé. Parce que des fois, jour 1, ils partent sur des leads. Puis on le voit là, tu sais, puis on peut le nommer là, dans les conseils en sécurité financière. Il y a tellement d'agences qui targetent les conseillers en sécurité financière pour vendre des leads au Québec. Puis on le voit, le monde, ils font du chiffre d'affaires de 90, 120 000, mais avec des marges de profit de 40, 50, 60%. Pour faire énormément d'heures de travail pour aller closer ça. Fait que, moi, il y a cette notion-là que je trouve qui est importante à... Oui, puis il faut rebound parce que les leads, comme tu dis, Dave, là, je vais reprendre, là, si on passe à Hello Darwin, que ça a pris 2 ans avant d'arriver à la recette, là, puis le secret de la caramilk. Bon, probablement qu'un CSF, là, par exemple, parce qu'on en a énormément là, qui nous suivent, ça sera peut-être pas la réalité avec le cadre de générer des leads. Par contre, si l'agence ferme, parce que ça, on en voit, il y en a qui nous en parlent, j'achète des leads d'une agence, puis à un moment donné, l'agence, ça ferme. Puis ultimement, si tu sais pas comment pêcher, le temps que tu apprennes à pêcher, il va manquer, là, parce que là,
t'as acheté une maison, tu génères du cash parce que t'es un junkie lead, là. Fait que tu génères des sous, tout va bien. Puis là, il arrive un impondérable, un Black Friday ou un Cyber Monday, une pandémie ou plein de choses comme ça dans le facteur environnemental externe à toi qui vient fucker la dynamique. Si tu sais pas comment pêcher ou chasser autrement, t'es dans la merde. Le junkie lead va faire faillite parce qu'il connaît pas d'autres alternatives de prospection. Alors pour moi, c'est un super gros risque. Puis c'est ce qu'on enseigne là, définitivement. Commence par pêcher, puis trouver une façon d'aller chercher de la clientèle, développer des aimants clients, des choses comme ça. Puis qu'ensuite de ça, tu veux donner de la croissance, tu vas aller niveau 2, 3, ben là, c'est le bon timeline pour attaquer ça. Ouais, ben, je pense que je vous rejoins vraiment là-dessus. T'sais, au final, il faut que tu sois capable de rouler sans la lead gen. Même nous, si un client nous approche, puis vraiment, on dit, même s'il y a une grosse business, mais il vit juste de la lead gen, on risque de quand même le prendre. Mais c'est très risqué parce que, peu importe, je reprends l'exemple d'un Rocky Road et tout, t'as quand même tout le succès de la business pratiquement sur tes épaules, ce qui est pas nécessairement évident à gérer pour mille et une raisons, là. Fait que je pense qu'on peut le résumer à, faut que tu sois capable quand même de rouler assez bien sans, pour te lancer, là. Peut-être une bonne règle d'or aussi. Je rapporte ce que tu as mentionné tantôt. Faut pas que ce soit pour te sauver la peau. Exact. Puis c'est vraiment une bonne façon de le dire. Si tu t'en vas acheter des leads pour te sauver le cul, parce que là, j'ai pas de rendez-vous dans mon agenda, j'ai pas rien. Puis ça, c'est le syndrome de la paresse là, qui embarque là, de genre, ça me tente pas d'apprendre à trouver mon lead, ça me tente pas d'apprendre à pêcher justement. Puis moi je veux aller faire le gros cruise party, que j'embarque sur le bateau, que la canne à pêche est là. T'sais, c'est comme aller pêcher en haute mer là, t'sais, toute la job est faite, t'as qu'à prendre la canne, stick, puis tu rilles là. On s'entend, t'es là pour avoir du fun, t'es pas là pour pêcher de façon précise et méticuleuse. Donc cet aspect-là, pour moi, il est vraiment important parce que les gens qui nous écoutent, je veux que le message y passe. Puis je veux que les gens comprennent aussi le point. Les leads, c'est bon. Soyez sharp dans votre business. Ayez des solides bases. Puis venez parler avec un professionnel qui fait du lead gen. Venez parler avec quelqu'un qui peut vous aider à scaler votre activité au prochain niveau. Mais soyez solide sur vos deux pattes. Là. Soyez très solide pour le faire, puis vous allez avoir du succès parce que vos bases démontrent que vous êtes capable d'avoir une recette gagnante. Donc, d'avoir une recette gagnante une fois, on est capable de répliquer again and again. Puis la raison pourquoi on passe ce message-là, c'est que les agences web sont pas tous comme David. Non. Puis David, chapeau pour ça, parce que tu es capable de dire à un entrepreneur, si je te prends comme client, je t'amène direct dans la faillite. Puis, chapeau pour ça, parce que il y a des entrepreneurs en agence web qui vont tout faire pour signer quelqu'un. Même à 500$ par mois de frais marketing avec des minuscules budgets, on va grandir ensemble. Ils sont pas prêts, puis tu fais pas... Tu sais, je comprends qu'il faut mettre du pain et du beurre sur la table, mais tu n'attaques pas la bonne cible. Puis à cause de toi, il y a des entrepreneurs qui font faillite. Puis ça, moi, je trouve ça totalement déplorable. Alors, chapeau pour ton éthique de travail. Moi, je reconnais ça en toi, puis j'ai pas de gêne à te référer. D'ailleurs, je réfère juste toi. Donc, ça fait pas 5 ans qu'on travaille ensemble pour le fun, mais pour moi, ça, c'est une éthique de travail qui devrait être nécessaire. Ça devrait être un essentiel pour une agence web. Ouais, bien apprécié, merci beaucoup. Puis, je veux juste rajouter à ça aussi, parce que nous, c'est la recette qu'on a développée. T'sais, on peut pas fonctionner si le client, ça roule pas chez eux. Il voudra pas continuer à faire avec nous. Si c'est pas rentable, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ça fait aucun sens. Puis aussi, tu sais, en zone de fun, là, tu veux pas toujours te taper sur la tête avec un client parce que t'es proche de la rentabilité ou loin, là. Tu veux vraiment, tu veux amener les choses au prochain niveau, là. C'est là qu'on commence à avoir du fun, là. Ce qu'on voit, c'est des up and down souvent de ça. Le client qui veut partir, tout excité, il veut mettre bien de l'argent. Oups, un mois ça va bien, l'autre mois ça va mal. J'arrête les pubs. Puis pour toi, c'est pas le fun là, de starter un client, de faire 2 mois avec un client. Là, jamais on va prendre un client dans l'optique de travailler avec sur un court terme et de dire je vais juste t'aider un mois à aller chercher des leads. T'sais, rendu là, va en acheter des leads puis va pas travailler avec une agence. Puis ça m'apporte à mon point que j'aimerais ça qu'on close là-dessus parce qu'il va commencer à être l'heure qu'on ferme ça. Est-ce que, en fait,
est-ce que c'est important de faire affaire avec une agence de base ou c'est pas important nécessairement? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux gens, puis quel type de personnes, disons? Ça dépend de beaucoup de choses. Je te dirais ça dépend de la situation de l'entreprise, puis également de l'entrepreneur qui se pose la question. Si c'est quelqu'un qui est sharp avec la technologie, qui a une bonne compréhension, qui est quand même assez analytique, un peu de ça, peut se lancer par lui-même. Parce que ça reste les bases de la publicité. T'sais, honnêtement, n'importe qui peut lancer une pub en dedans d'une heure. En ligne, là, tu l'écris sur Google, tu fais une vidéo, puis tu le fais. Je pense que c'est pas nécessairement mauvais commencer comme ça. Par contre, c'est vraiment si c'est une business, comme on disait tantôt, terminer le premier niveau puis vraiment veut mettre le gaz au fond, je pense que ça vaut la peine vraiment de faire affaire avec un professionnel parce que il y a quand même une courbe d'apprentissage assez longue. Qu'est-ce que je calculais? On a dépensé entre 5 et 5,5 millions en pub depuis qu'on a commencé. Il y en a maudit de l'apprentissage là-dedans. Là. C'est pas... je pense que ça compound un peu. Donc, c'est ça. Je pense que c'est pas mauvais que tu commences par toi-même, juste pour te faire les dents, voir ce que ça donne. Comme tu disais tantôt, il y en a qui sont rentables avec une coupe de pièces, fait que c'est pas mauvais que tu commences ça. Par contre, vraiment, si tu veux mettre le gaz au fond, là, ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec une bonne agence ou un bon fournisseur, là, ça va vraiment faire la différence. Là. Qu'est-ce que tu vas payer en frais de gestion ou peu importe, c'est rentabilisé, surtout sur le long terme. Là. Je pense que c'est ça la règle d'or. Là. Ben, 100%, ça, c'est le bon message, effectivement, parce que de l'apprentissage, ça s'achète, là, veux pas, là. Ces millions de dollars-là que tu as investis, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines d'apprentissages qui ont été faits, justement, pour avoir un meilleur résultat, pour avoir une recette qui est encore plus gagnante, peu importe le domaine, peu importe c'est quoi l'entreprise qui a besoin de faire la publicité. L'expérience derrière ça vaut 100% la chandelle, mais encore une fois, quelqu'un qui démarre, qui n'est pas encore rendu à ce niveau-là, si jamais veut aller essayer puis qu'il commence à avoir une stabilité, ses choses vont bien, il ne dépend pas de la publicité, ben, soit de commencer par lui-même ou des fois d'aller avec un petit freelancer, là, je dirais même pour ajouter à ça, un freelancer qui charge pas cher, qui peut-être qui débute, peut te donner un coup de main puis accélérer un petit peu plus vite la patente parce que d'aller vers une grosse agence, ben c'est faut être prêt puis faut vouloir justement mettre le gaz au fond à 100%. On fait pas les choses à moitié avec ça. Tu sais, j'ajouterais, nous aussi, c'est un peu le même principe. Les gens qui veulent justement accélérer leur vente, qui veulent closer plus de deals, qui veulent être en mesure de générer leur lead par eux-mêmes en commençant, que ce soit un entrepreneur en startup ou en croissance, voire même qui veut closer plus puis aller chercher plus de clients, ben, nous, on leur donne un shortcut. Là. On leur montre c'est quoi les pratiques qui font en sorte qu'ils vont être en mesure de closer plus, ils vont être en mesure de générer plus de leads. Fait que autant que de travailler avec une grosse agence, que de travailler avec de la formation en vente, tous les deux, je pense qu'on offre un beau shortcut aux gens qui veulent mettre le gaz au fond. Là. 100%. Ouais. Okay. Juste, je sais pas s'il reste du temps, juste rajouter un petit truc. OK. Quand tu commences par, on va dire, par toi-même, là, ça risque d'être overwhelming. Il y a plein d'affaires à regarder, tu as plein d'idées, c'est quoi mon message et tout. Au final, moi, je dirais, ramène-les vraiment à la base. OK? Fait puis la base, je pense, c'est les chiffres. T'sais, combien d'argent tu mets, combien ça te rapporte, c'est quoi ton ou tes seuils de rentabilité. T'sais, si tu as un service qui se vend à 25 000, puis tu as une bonne marge de profit là-dessus, puis tu mets 50$ en pub, puis tu n'as rien, puis tu dis, ben ça marche pas la pub, honnêtement, tu es vraiment dans le champ. OK? Parce que tu peux en mettre pas mal plus d'argent avant de dire ça marche pas ou faut que je change de quoi. T'sais? Versus si tu vends un produit à 100$, puis là, t'es rendu à une coupe de 1000 en pub, t'es vraiment pas sur la bonne track. Fait que moi, je dis vraiment, un conseil, ramène ça au plus bas, ramène ça à la base, regarde les chiffres, puis vraiment essaie de voir ça de manière cartésienne. T'sais, combien que je peux investir, ça serait quoi le sweet spot un peu de ça. Puis ça te lance déjà dans une bonne direction parce que on sait comment que ça marche. Quand tu commences la pub, tu veux regarder ça à chaque jour, tu regardes toutes les métriques, les clics, les affaires de même, puis tu essaies de faire une tête là-dessus. C'est pas important. Qu'est-ce qui est important, combien t'as mis, combien ça te rapporte, puis comment on dit tu l'évalues de manière pas trop émotionnelle. Je pense que c'est une couple de bons conseils là, pour commencer.
J'aime le commentaire pas trop émotionnel parce qu'ici présent, il y a le gars le plus émotif sur la planète. Là, David, ça marche pas, tabarnak! Ouais. Bon conseil, ça, Dave. Bon conseil. Je n'osais pas le mentionner, mais à ce temps que tu l'as fait. Je suis assez transparent, vous avez. Non, mais je l'ai dit parce que, tu sais, on va dire pour moi, quand j'ai commencé, c'était un combat. Tu sais, tu te bats contre ça, mais au final, il faut vraiment que tu te ramènes à quelque chose de solide. Puis dans ce cas-là, c'est les chiffres. T'sais. Oui, on va dire, si tu perds de l'argent pendant une couple de jours, mais tu as fait de l'argent le mois dernier, puis il n'y a pas eu de grands changements et tout, pars pas avec l'idée que il faut que tu recommences à zéro. Pars peut-être plus avec l'idée, ben, laisse ça rouler une couple de jours de plus, regarde si ça se place et tout. La majorité du temps, ça se place. Fait que moi, disons, j'allais mentionner parce que ça a été, on va dire, un combat de mon côté, là, beaucoup, là, surtout au début. Puis avec la pratique, ben, tu réalises c'est peut-être quoi le bon mindset à avoir. Nous, on l'a vécu dernièrement, l'aspect émotionnel avec le hack d'un compte Facebook, ça joue ses émotions en masse. Hey, je vais rapper ça, les boys. Merci beaucoup, David, d'avoir été là aujourd'hui puis d'avoir pris de ton temps pour éduquer puis parler de ads avec nous puis avec tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est super apprécié. Juste pour ceux et celles qui aimeraient entrer en contact avec David parce qu'ils sont rendus justement à passer du niveau 1 au niveau 2. Ils ont des bases solides. Ils n'ont pas besoin de ads pour faire rouler leur business, mais ils aimeraient ça accélérer le pas. Vous pouvez m'écrire directement sur Facebook. Je vais vous mettre en contact avec David, avec l'équipe de Leadflow. Ça ne sera pas bien compliqué. Facebook, Nicolas Aubin, ou encore vous pouvez écrire David Cormier directement sur Facebook aussi. Là. Je suis sûr qu'il va vous répondre. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans un prochain épisode de podcast. Yes, merci. Merci d'avoir été avec nous tout au long de l'épisode. Si tu sembles avoir des questions, si tu as besoin d'aide supplémentaire par rapport à ton marketing web ou à savoir si c'est une bonne chose pour toi à l'heure actuelle, tu peux venir clarifier certains détails, n'hésite pas à entrer en contact avec nous. Tu peux nous rejoindre sur différentes plateformes, dans le groupe Facebook H2H Academy, les Top Closers, encore sur TikTok, YouTube. Viens chercher de l'aide si tu en as besoin. Assure-toi de faire les bonnes démarches parce qu'un mauvais investissement au niveau de ton marketing peut te coûter très, très cher. Sur ce, je te souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode.